Fête de la lumière ce lundi sur l'esplanade du pont Henri-Konan Bédié. La première dame a donné elle-même le coup d'envoi de l'illumination de la ville d'Abidjan, comme vous le voyez sur votre écran. Dans l'actualité de ce lundi, la reprise du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo accusée d'atteinte à la sécurité de l'État. Elle est jugée aux côtés de 82 dignitaires de l'ancien régime. Ce procès se poursuivra demain. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, a eu une séance de travail avec le personnel soignant du secteur de la santé. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de la CEMU. C'est le projet de couverture médicale universelle. L'Airbus A320 d'Air Asia qui a disparu dimanche matin avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et Singapour s'est probablement abîmé en mer. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Comme tout le lundi, vous aurez le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui au développement durable, un concept qui semble méconnu du grand public et pourtant le gouvernement ivoirien en fait une priorité. Dans quelques instants, vous saurez ce que renferme ce concept de développement durable. Comme annoncé dans les titres, la première dame Dominique Ouattara était à la cérémonie de lancement d'Abidjan Ville Lumière, comme vous le voyez sur votre écran. Fête de la lumière donc ce lundi sur l'esplanade du pont Henri-Konan Bédié. La première dame a donc donné le coup d'envoi de l'illumination du district d'Abidjan. Il y a eu également des discours. Espérons qu'avant la fin de ce journal, vous aurez la réaction de la première dame. Le palais de justice, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo accusée d'atteinte à la sécurité de l'État est repris ce lundi. Elle est jugée aux côtés de 82 autres dignitaires de l'ancien régime. Le parquet a confirmé les charges retenues contre eux et l'audience suspendue en fin de soirée après lecture de l'arrêt de mise en accusation reprendra donc demain à 9h. Donc demain, le procès sera consacré à l'interrogatoire des accusés. La candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien a été déclarée irrecevable par la justice ivoirienne. Le juge a ordonné le retrait de la candidature pure et simple de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI. Candidat à sa réélection, Pascal Affi-N'Guessan avait intenté début décembre 3 actions en justice pour l'annulation de la candidature de Laurent Gbagbo. Le dialogue politique entre le gouvernement ivoirien et l'opposition a repris ce lundi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'ordre du jour, le dégel des avoirs, la libération des prisonniers de la crise post-électorale et la sécurité pour tous. La poursuite du dialogue ivoiro-ivoirien avait été annoncée le 7 août dernier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le dialogue tire son importance dans le fait qu'il permettra d'aplanir les divergences, l'objectif visé étant d'arriver à la normalisation définitive de la vie politique en Côte d'Ivoire. Cette rencontre voulue par le Front populaire ivoirien intervient 8 mois après la précédente tenue en mai dernier. C'est juste une prise de contact pour rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur divers points à débattre dès 2015. Qu'il s'agisse des problèmes des prisonniers, du problème du dégel des comptes, du problème des exilés, du problème du financement des partis, de la sécurisation du territoire, de l'accès de l'opposition aux médias d'État, de la préparation des élections générales de 2015. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec le gouvernement et nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous rencontrons pas, si nous n'engageons pas de façon décisive le dialogue politique. Mais pourquoi renouer le dialogue au moment où accourt le procès de la crise post-électorale concernant les dignitaires du Front populaire ivoirien, dont Simone Gbagbo? Il y a des questions qui sont pendantes devant les tribunaux, il faut y être. Mais en même temps, cela ne doit pas nous couper du gouvernement, puisqu'il y a encore d'autres questions qui sont à régler. Et ces questions ne nous concernent pas personnellement, mais ce sont des questions qui concernent la Côte d'Ivoire, qui concernent la vie et le sort de nombreux Ivoiriens. Donc nous ne pouvons pas prendre prétexte du fait que nous-mêmes, personnellement, nous sommes en procès
pour nous détourner de toutes ces questions. La libération de 150 prisonniers de la crise post-électorale et le retour de l'opposition à la commission électorale indépendante constituent quelques points de décrispation du climat politique ivoirien. Et ce lundi, Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le personnel soignant du secteur de la santé en présence de la ministre de tutelle, Kofi Raymond. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du projet de la couverture médicale universelle et bien prévu normalement pour démarrer en janvier 2015. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Tout est fin prêt pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. Ce lundi, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les différentes corporations de la santé et la ministre Raymond Goudou Kofi ont exploré les pistes et mesures d'accompagnement pour la réalisation du projet CEMU. Les corporations de santé regroupant non seulement les ordres, les associations et les syndicats ont eu l'opportunité de rencontrer Monsieur le Premier ministre concernant l'ébauche de tous les problèmes de santé qui se posent à ce pays avant la couverture maladie universelle. L'entretien a été fructueux. Soyez certains que les ordres de santé sont satisfaits de la rencontre qui a eu lieu et apporteront tout leur soutien aux objectifs du gouvernement, notamment en ce qui concerne la mise en place de la couverture maladie universelle en 2015 sur le territoire ivoirien. Couverture sociale permettant aux populations de bénéficier de soins entièrement gratuits. La couverture maladie universelle est un engagement du président de la République pour le bien-être des populations ivoiriennes. Développement durable, on entend parler de développement durable, un concept qui semble méconnu des populations ivoiriennes, méconnu même du grand public. Et pourtant, le gouvernement ivoirien en fait une priorité afin de garantir aux générations futures de bonnes conditions d'existence. Cette année, le Parlement a adopté le projet de loi d'orientation sur le développement durable. Plusieurs autres lois votées à l'hémicycle prennent en compte les exigences liées au développement durable. Que renferme ce concept? Quels sont ses enjeux? Les réponses avec Michel Digré. Cité administrative au plateau, le 10e étage de la tour D abrite le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable. Mais le concept du développement durable semble encore méconnu des populations. J'entends parler de ça, mais je ne sais pas. Je sais que quand on parle de développement, d'abord c'est un avancement, mais quand on parle de durable, il faut chercher des objectifs. Le fait de développer une ville ou encore un pays en cascade. Bon, j'entends ça à la radio, mais franchement, je ne sais pas trop. Alors, le développement durable, tout simplement le développement qui permet aux générations présentes de subvenir à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir aux leurs. Les acteurs du développement durable sont entre autres l'État, les entreprises privées, la société civile. Toutefois, leurs actions doivent concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. À plus de 500 km d'Abidjan, dans le département de Nassian, le village de Lambira expérimente ces 3 piliers du développement durable par l'entremise de l'ONG Anibawe. Il s'agit en fait des actions sur le plan social, une cantine scolaire qui a été donc offerte à l'EPP Lambira. Ensuite, un village qui est totalement électrifié par l'énergie solaire. Il y a l'initiative de reboisement. Toutes ces actions-là participent donc aux différents piliers du développement durable, notamment sur le pilier environnemental, sur le pilier économique, mais aussi sur le pilier social. L'opération de reboisement bénéficie de l'expertise de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Notre assistance consiste à réaliser 2 visages de pépinière. Une pépinière sèche et une pépinière humide. Et cette pépinière va aussi servir le projet initié par le ministère des Eaux et Forêts, c'est-à-dire une école, une forêt de 5 hectares. L'ONG Anibawe entend continuer ses initiatives en faveur de l'utilisation
des énergies renouvelables. J'ai trouvé qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer de 2 poteaux. Je suis arrivé aujourd'hui à 24 poteaux dans le village, faire un éclairage lampadaire public où le village, tout au long, le village est presque éclairé. Et là, ça ne va pas s'arrêter là. Au-delà des énergies solaires, il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie éolienne, qui sont des énergies qui sont à base du vent, des énergies de biomasse, à base des résidus de plantes agricoles. Ce sont des énergies qui n'impactent pas sur l'environnement. Au niveau gouvernemental, plusieurs actions pour booster le développement durable en Côte d'Ivoire sont entreprises. Le projet de loi d'orientation sur le développement durable a été adopté au Parlement. Un nouveau code minier et un autre sur l'électricité ont également été élaborés. Ce code de l'électricité fait en sorte que l'État renonce à son monopole quant à la production et à la commercialisation de l'électricité. Sur cette base-là, le ministère de l'Énergie a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des promoteurs privés pour que ceux-ci puissent être sélectionnés en vue de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Il y a eu quelques 65 promoteurs qui se sont signalés avec plus de 164 projets. Et ces projets-là concernent donc l'utilisation du solaire, l'utilisation de la biomasse et la petite hydroélectricité. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Ce nouveau code minier a été adopté en 2014 également. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Ajoutez à cela un important programme de reboisement à l'échelle nationale. Le président Ouattara, lorsqu'il est parti à New York, a déclaré à la face du monde en 2017 le processus cacao zéro déforestation nette va commencer. Mais en fait, ce projet n'est qu'un projet pilote d'une ambition beaucoup plus large. Agriculture zéro déforestation nette. Ça veut dire quoi en clair? Que pour chaque hectare déboisé, cet hectare déboisé sera automatiquement remplacé par un autre hectare reboisé. La politique gouvernementale pour assurer un développement durable qui répond aux besoins du présent tout en préservant les intérêts des générations futures est ainsi engagée. Reste à prendre tous les décrets d'application des différentes lois adoptées pour accélérer le processus. C'était le grand format de la rédaction. 120 000 certificats fonciers seront bientôt délivrés à chaque partiel de DVA sur l'étendue du territoire ivoirien. Des précisions avec Adama Akone du service économie. L'opération Une parcelle DVA, un certificat foncier, vise la délivrance d'environ 120 000 certificats en un an sur des parcelles DVA plantées entièrement ou en partie. L'atteinte de cet objectif nécessite l'utilisation d'outils modernes, comme les smartphones. L'approche que nous avons adoptée, c'est l'approche e-management du projet, qui fait que tous les opérateurs qui sont mis sur le terrain, notamment les commissaires enquêteurs, sont dotés de smartphones, qui leur permet d'enregistrer les étapes de chacun des dossiers qu'ils gèrent. Et nous pouvons rester à Abidjan, enfin le ministère, on peut rester partout dans le monde, et savoir en temps réel comment les dossiers avancent. L'opération démarre en janvier 2015 dans la zone d'Aboisseau avec environ 4000 planteurs de la mutuelle des planteurs DVA du Sud pour s'étendre à l'échelle nationale. Pour réussir l'opération, une dizaine de commissaires enquêteurs de la zone est en formation sur la loi sur le foncier rural à Grand Bassam. Le certificat foncier, document d'identification des plantations, permet de sécuriser les terres. Le processus de recensement, consiste à pouvoir identifier les détenteurs de droits coutumiers, leur délivrer les certificats fonciers. Et ceux qui ne sont pas des détenteurs de droits coutumiers, qui sont des occupants, qui sont des exploitants, qui ne sont pas propriétaires, vont contractualiser avec les titulaires des certificats fonciers. L'opération est facile, viable et moins coûteuse pour les souscripteurs selon l'opérateur électronique. Pour une exploitation de 5 hectares qui devrait revenir à près de 700 000 francs CFA, le planteur DVA ne paie aujourd'hui que 296 600 francs CFA
pour obtenir son certificat foncier. Les premiers certificats fonciers issus de cette opération sont attendus dès le mois de mai 2015. La fête de fin d'année se prépare activement avec une bonne partie consacrée à l'approvisionnement en denrées alimentaires, une occasion pour les commerçants d'augmenter tout simplement le prix de leurs marchandises. Enfin, c'est un constat fait par les consommateurs. Le témoignage de nos reporters sur le terrain. Poulet, riz, tomates, des denrées beaucoup prisées par bon nombre de consommateurs. Le marché est très cher, on ne peut rien payer même. Ce n'est pas par rapport au fait depuis même fort longtemps. Les poulets sont devenus chers, le marché est cher, tout a augmenté, on ne comprend rien. Les prix de poulet, c'est à 3 500, d'autres font à 4 000, d'autres font à 5 000. Pour les commerçants, le prix élevé des produits vivriers sur les différents marchés n'est pas de leur fait. On prend ça dans le frigo, avec les femmes au marché. Le carton, 40 000, 50 000, 30 000. On est obligé de vendre ça cher parce qu'on prend ça cher. Le mois de décembre, là, ça ne marche pas. Parce que c'est partout. Commerçants et populations ont désormais les yeux rivés vers l'État en vue d'apporter de l'aide au secteur de l'alimentation. Le gouvernement n'a qu'à voir ça. N'a qu'à voir ça pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour venir au marché. On veut qu'on diminue le prix aussi, alors que si on diminue là-bas, nous aussi on diminue ici. Prix élevé des produits vivriers, manque de clients. Moment privilégié donc pour cette commerçante de s'accorder un petit moment de sommeil. 17 000 kits alimentaires offerts aux populations des différentes communes d'Abidjan par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La remise a été faite de façon symbolique par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Et les premiers bénéficiaires sont de la commune de Koumassi avec 12 500 kits. Le président de la République offre 17 000 kits alimentaires aux populations du district d'Abidjan. Ces kits sont composés essentiellement de poulet, de riz, d'huile et de tomates concentrées. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, ce don va permettre aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. En Afrique, les symboles sont très forts à travers ce don. À travers ce don. Il voudrait exprimer toute l'affection qu'il a pour la population de Koumassi. Non seulement Koumassi, mais dans toutes les 13 communes d'Abidjan. Le maire de la commune de Koumassi, Ndoye Raymond, premier bénéficiaire de ces kits, a salué l'initiative du président de la République. La population, par ma voix, voudrait lui traduire toute sa reconnaissance et lui dire qu'elle est engagée à ses côtés, qu'elle est engagée aux côtés de son aîné Henri Konan Bédié pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour de joie pour la couche la plus fragile des populations qui sont les veuves, les orphelins, les sans-emploi. Car le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, a pensé à nous, oui, à nous aussi. Après l'étape de Koumassi, d'autres communes du district d'Abidjan seront visitées par cette délégation. Rappelons que ce geste annuel s'inscrit dans le programme du président de la République. Il répond à un seul objectif, aider les populations à passer de belles fêtes de fin d'année. Toujours dans le cadre des actions de portée sociale, rendons-nous maintenant à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a mis à la disposition de la municipalité un bibliobus de 3000 livres. Kader Sogodogo. Un bibliobus de 3000 livres, voilà le don que la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara vient de mettre à la disposition de la municipalité de Kong dans la région du Tchologo. À la cérémonie de remise du bibliobus, la représentante de la première dame a insisté sur la volonté de Dominique Ouattara de contribuer à l'éducation des enfants à travers la lecture. Vous savez, chers enfants, Maman Dominique souhaite de tout cœur que tous les enfants de Côte d'Ivoire aient la chance de découvrir la joie de la lecture. C'est pour cela qu'en plus des cadeaux qu'elle vous offre aujourd'hui, elle met à votre disposition un magnifique bibliobus de 3000 livres de divertissement, de culture générale
et d'éducation, de 2 ordinateurs avec connexion à Internet, un vidéoprojecteur pour visionner des films. Avec ce bibliobus, ce sont également 600 enfants qui ont reçu des cadeaux pour la Noël. De quoi rendre heureux ces enfants. Le Père Noël que maman Dominique nous a envoyé est arrivé les bras chargés de cadeaux. Tous les enfants de Kong vont bien s'amuser et après pourront lire les livres du bibliobus. Nous vous promettons de bien utiliser ces documents pour avoir un bon résultat scolaire en fin d'année. Au nom des populations de Congo, le député maire Téné Birahima Ouattara a salué ce geste très important de la Fondation Children of Africa pour l'épanouissement des enfants du département de Congo. Ce qui vient de se passer à Congo est exceptionnel aujourd'hui. Nous ferons un très bon usage, mais également nous ferons profiter donc les départements de Ferké et de Ouangala aussi de ce bus. Plusieurs autres localités du pays vont bénéficier d'un bibliobus pour développer le goût de la lecture chez les enfants. Après Korogo, Kong est la 2e commune au nord de la Côte d'Ivoire à bénéficier d'un bibliobus. Une autre action de portée humanitaire, des vivres et des non-vivres aux enfants pensionnaires de la pouponnière des Anges d'Adiaké. C'est un don du Rotary Club Abidjan Golf dans le cadre de ces actions d'assistance. Connaît par Gassoro. Des dons en vivres et en non-vivres, plus une enveloppe de plus de 500 000 francs CFA. C'est le geste fait par le Rotary Club Abidjan Golf aux pensionnaires de la pouponnière, les Anges et aux démunis de la ville d'Adiaké. Un geste qui, selon le président de cette organisation, vient améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées de cette localité. L'idéal du Rotary, c'est de servir, d'aider les démunis, tout ça. Des gens qui donnent le cœur pour s'occuper des enfants d'autrui, franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment important que vous sachiez, on doit vous féliciter, vous encourager à continuer. Je vous dis un grand merci. Honorine Edou, responsable de ce centre, a dit sa gratitude aux donateurs du jour. Elle promet en faire bon usage. Créée en 1980, la pouponnière Les Anges d'Adiaké recueille les enfants de 0 à 18 mois dont les mères sont décédées. Elle compte actuellement 53 pensionnaires, dont 3 handicapés. Voilà, c'est un don du Rotary Club Abidjan Golf. Le conseil régional du Kabadougou a fait récemment le bilan de ses activités pour un budget de 12 milliards de francs CFA. Plusieurs projets socio-économiques ont été réalisés par ce conseil du Kabadougou. Demain, vous aurez le compte-rendu de Thérèse Tapeyoboué. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a profité de son passage à Tafiré dans le cadre de la 3e journée socioculturelle de cette jeunesse pour expliquer le PND, le Programme national de développement. Mamadou Kwasi. Les 3e journées socioculturelles de la jeunesse unie pour le développement du département de Niakara ont été un prétexte pour le ministre d'État, Albert Mabou Touakeus, d'expliquer la politique de développement du président Alassane Ouattara aux populations de Tafiré. Le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, a rassuré le peuple tagbanan de la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de toute la population de la Côte d'Ivoire, d'où la mise en place selon lui du programme présidentiel d'urgence, PPU, pour régler tous les besoins urgents des populations. Quant au programme national de développement, il viendra selon lui résoudre tous les problèmes d'école, de santé, de voirie, d'eau et d'électricité. Je voudrais vous dire qu'avant la prochaine élection présidentielle, vous sentirez davantage à Tafiré, à Niakara, ce que Ouattara est en train de faire pour ce pays. Quand le président sera passé, je reviendrai pour que nous puissions inaugurer des infrastructures. Je ne reviendrai pas pour faire des promesses, mais je reviendrai parce que beaucoup sera réalisé ici et nous reviendrons régulièrement pour faire des inaugurations. En plus des infrastructures, le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, a annoncé la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Des projets qui pourront se réaliser si seulement les fils et filles du département de Niakara jouent la carte de l'union, de la solidarité et du vivre ensemble. Albert Mabou Touakeus a invité la population de Tafiré à prier pour le chef de l'État pour lui accorder un second mandat en 2015. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas mieux en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara pour nous apporter le développement et la paix. Je voudrais donc que Tafiré et Niakara se mobilisent comme un seul homme pour faire mieux que vous avez fait en 2010. Le maire de la ville de Tafiré, Sunkalo Koulibaly, et les responsables de structures de jeunesse ont fait la promesse de s'engager sur la voie de la cohésion, de la fraternité et de la solidarité pour booster le développement de leur région. Ils ont aussi promis d'accorder un second mandat au chef de l'État pour qu'il achève son programme de développement. Retour à Abidjan et direction Koumassi, où la réhabilitation du marché de la commune divise tout simplement
les commerçants, nous dit notre reporter Serge Coléa. Construit dans les années 70, le grand marché de Koumassi est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Des installations vétustes qui ne répondent plus aux normes de sécurité sanitaire. Face à cette situation, le maire Raymond Doyi a décidé de réagir. Le grand marché de Koumassi va bénéficier d'une complète réhabilitation. À partir de janvier donc, le site sera fermé au grand public. Une décision qui est loin de plaire à certains commerçants. Moi, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de coin pour m'installer. En train de négocier, s'il peut faire état par état. Sinon, on nous met au doigt comme ça ne va pas nous arranger. Pour certains syndicalistes du marché, la réhabilitation du grand marché de Koumassi s'impose aujourd'hui. On n'est pas contre qu'il arrange, même on est très content. Le marché, nous-mêmes, on a assis dedans, on a honte. Le marché est pourri. Selon le maire de Koumassi, les préoccupations des commerçants seront prises en compte. Mais au-delà, Koumassi a besoin d'un grand marché moderne équipé de toutes les commodités en matière d'hygiène et de sécurité incendie. Nous ne voulons pas raser le marché. Nous ne voulons pas casser le marché pour régler des comptes à qui que ce soit. Nous sommes responsables de la sécurité des biens et des personnes, mais beaucoup plus de la sécurité des commerçants qui exercent sur nos marchés. Et on a connu par le passé, sur des marchés, des incendies, d'autres désagréments, et nous voulons absolument éviter cela à nos populations. Ce que nous avons fait, c'était d'abord de recenser tous les commerçants qui exercent sur ce marché. Nous avons un répertoire. Et chacun de tous ceux qui ont été recensés a une plaque. Ce qui veut dire que chaque commerçant a sa place garantie dès la fin des travaux. Les travaux de réhabilitation du grand marché de Koumassi, financés à hauteur de 200 millions de francs CFA par la Banque mondiale, débutent en janvier 2015. Ils vont durer 3 mois. L'actualité à l'étranger, l'Airbus A320 d'Air Asia qui a disparu dimanche matin avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et Singapour s'est probablement abîmé en mer selon les autorités indonésiennes. Alexis Ouedraogo nous en parle. Plus de 24 heures après la disparition de l'Airbus A320-220 de la compagnie malaisienne Air Asia, les autorités indonésiennes ont révélé que l'avion s'était probablement abîmé dans l'océan. 15 bateaux et 30 avions participent aux recherches entamées dimanche. L'opération est rendue compliquée par le mauvais temps en mer. Selon un porte-parole de l'armée indonésienne, les recherches se concentrent maintenant sur des traces de carburant observées près de l'île de Belitung, dans la zone de recherche de l'avion. Les débris localisés n'appartiennent pas au vol disparu. Les recherches en mer ont repris pour retrouver l'avion qui a disparu entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord dans la nuit de samedi à dimanche. Outre Singapour, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et l'Inde annoncent l'envoi d'une aide financière ou matérielle à l'Indonésie. L'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, vient de finir sa mission en Afghanistan. Cette mission d'intervention militaire de l'Alliance a duré 13 ans. Un bilan de fin de mission présenté par Alexis Ouedraogo. La force de combat de l'OTAN a baissé son drapeau dimanche, marquant son retrait définitif d'Afghanistan. Le commandant de la force de l'OTAN dans le pays, le général américain Campbell, a dressé un bilan positif de l'action militaire de la force dans le pays. Le 1er janvier 2015, la mission de soutien résolu, d'aide et de formation de l'armée afghane prendra le relais avec plus de 12 000 hommes. Les forces de sécurité afghanes fortes d'environ 350 000 hommes assurant désormais seules la sécurité du pays face aux talibans. Les États-Unis vont toutefois continuer à fournir un soutien aérien aux Afghans et pourraient intervenir directement en cas d'avancée rapide des talibans. Mais cette situation risque encore d'être plus difficile si les deux candidats du deuxième tour à la présidentielle n'arrivent pas à s'entendre. Ashraf Ghani, qui a remporté les élections sur son rival Abdullah Abdullah, devrait former un gouvernement d'union nationale, mais les deux partis ne sont toujours pas d'accord. En Grande-Bretagne, des maisons disponibles à 1 livre sterling, soit moins de 1000 francs CFA. C'est une initiative de la mairie de Liverpool. Elle a mis sur pied un programme de logements sociaux. Les bénéficiaires devraient payer cette somme symbolique pour se voir attribuer une vieille bâtisse en délabrement. Combien seriez-vous prêt à payer pour cette maison à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre? Jayalal, un chauffeur de taxi, a déboursé la somme symbolique du livre sterling, 1,30 €.
J'ai lu un article dans un journal et je n'arrivais pas à y croire, donc j'ai appelé la mairie de Liverpool et leur ai demandé de m'expliquer. Ensuite, je suis allé sur leur site internet et j'ai trouvé plus d'informations. Alors j'ai réalisé que c'était une histoire vraie et j'ai postulé. Il y a un an, Jayalal achète la maison, alors en ruine et presque sans toit. Il pioche 50 000 € dans son épargne et emprunte pour transformer le bâtiment en un 4 pièces et 2 salles de bain. Avec les travaux, la maison coûte à présent 2 fois l'investissement de Jayalal. C'est l'une des 20 propriétés acquises par la mairie de Liverpool pour aider les plus modestes à acheter et redonner un coup de jeune à un quartier en déclin. Nous sommes venus parler aux habitants et ils étaient très clairs. Ils voulaient ce quartier rénové et régénéré et c'est ce que nous avons fait. J'ai parlé aux associations d'aide au logement et ils disent avoir 10 fois trop de demandes pour emménager dans ce quartier. Dans la même rue, d'autres maisons sont en travaux. Et pour que le projet soit durable, les candidats doivent être capables de financer la rénovation et s'engagent à ne pas revendre avant 5 ans. C'est beaucoup de travail, un travail difficile, mais je suis content aujourd'hui d'avoir tout surmonté. Reste encore à apporter quelques touches et surtout à meubler la maison. Mais déjà, Jayalal se voit bien vivre ici toute sa vie. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport. Le financement du palais de taekwondo est un acquis. La représentation de la coopération coréenne d'Abidjan, le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs et la fédération de taekwondo ont signé aujourd'hui un protocole d'accord qui marque l'effectivité du projet, la construction du palais du taekwondo de 2000 places à Abidjan pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Le début des travaux est annoncé pour le mois de février prochain. Ce projet a été présenté en Corée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et puis, nous demandons à la réalisation de nous donner ces images pour un rappel. Fête de la lumière ce lundi sur l'esplanade du pont Henri Konan Bédié. La première dame a donné elle-même le coup d'envoi de l'illumination du district d'Abidjan en présence des membres du gouvernement. Cet événement est organisé par le district d'Abidjan. Dans nos prochaines éditions, vous aurez les temps forts de cette cérémonie. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.